Les années au pouvoir de Justin Trudeau sont indissociables de la pandémie de COVID-19 La COVID-19 frappe fort. et de l'occupation des camionneurs à Ottawa. Toutefois, un règne de 10 ans ne peut se résumer à ces éléments. Qui est Justin Trudeau? De quoi se souvient-on de lui? Ce sont des questions auxquelles je tente de répondre durant cet épisode. Bonne écoute! Né en 1971, Justin Trudeau est le fils de Pierre Elliott Trudeau. À sa venue au monde, son père est premier ministre du Canada. C'est donc dans un univers très politique que Justin grandit. Cependant, en 1977, cet univers est en plein changement quand les parents de Justin se séparent. Le divorce est toutefois prononcé plus tard, en 1984. Faisons un petit bond dans le temps jusqu'en l'an 2000. Cette année-là, le père de Justin décède. Pour les funérailles, Justin Trudeau prononce un éloge funèbre qui émeut beaucoup les médias. Plusieurs milliers de personnes se sont aussi rassemblées à l'extérieur de la basilique pour suivre les funérailles sur écran géant. À l'intérieur, l'un des fils de Pierre Trudeau, Justin, se lève et livre un témoignage fort remarqué sur l'héritage de son père. Il faut un respect réel et profond de chaque être humain. Qu'importe ses croyances, ses origines ou ses valeurs. C'est ce que mon père exigeait de ses fils. Et c'est ce qu'il exigeait de notre pays. L'éloge funèbre de Justin Trudeau en anglais et en français se conclut par ces mots. Je t'aime, papa. Avant que le jeune homme pose sa tête sur le cercueil de son père. Plusieurs rêvent de voir le jeune homme faire le saut en politique active. C'est chose faite en 2007 quand il devient député de la circonscription de Papineau. En 2013, Justin Trudeau est élu chef du Parti libéral du Canada. En 2015, soit 2 ans plus tard, Trudeau devient le 23e premier ministre canadien. Il promet la légalisation du cannabis et s'engage à réformer le mode de scrutin. Les libéraux reçoivent un mandat majoritaire. La victoire est sans appel. Charismatique et communicatif, c'est une Trudeaumanie qui envahit l'espace public. À travers les années, Justin Trudeau est perçu comme un défenseur des droits sociaux et du multiculturalisme. Cependant, les années qu'il occupe en tant que chef d'État sont marquées par plusieurs controverses, notamment sur des questions d'éthique. Justin Trudeau multiplie ses erreurs d'image et flirte parfois avec la limite de l'acceptable. Le voyage officiel de Justin Trudeau en Inde marque les esprits étant donné les accoutrements que porte la famille Trudeau. Ses vêtements traditionnels ne sont pas tous perçus de la même manière. Certains y voient une caricature qui ternit son image auprès des Canadiens. D'autres y voient une marque de respect. C'est le cas de Karen Bates, une anthropologue de l'Université de Montréal et experte de l'Inde qui y voit une forme améliorée de diplomatie, plus sensible aux autres. Ce voyage a toujours été ancré dans le désir d'approfondir les liens économiques, interpersonnels, politiques entre le Canada et l'Inde. C'est un chef de parti politique qui est très attaché à son image, qui fait beaucoup d'emphase sur l'image, mais qui donne strictement rien en termes de résultats économiques, ou enfin si peu. Le Parti libéral du Canada sous la chefferie de Justin Trudeau se rapproche du lobby Century Initiative. L'objectif de ce lobby est de gonfler la population canadienne à 100 millions d'habitants d'ici 2100. Ce projet n'a jamais été le sujet d'un débat sociétal. Il s'est fait en coulisses entre Century Initiative et le Parti libéral du Canada. Promesse phare des élections de 2015, le gouvernement de Justin Trudeau légalise le cannabis en octobre 2018, devenant l'un des premiers pays au monde à le faire. Dans cette ancienne usine de chocolat, le numéro 1 mondial du cannabis a installé un gigantesque jardin-laboratoire. Ici, nous cultivons de manière perpétuelle. Voici tous nos plants mères. C'est sur ces plants que nous prélevons des boutures, des clones, que nous allons faire pousser et fleurir. Ici, les machines tournent à plein régime, un processus coûteux de sécurité sanitaire et d'emballage des produits qui explique la différence des prix entre légal et illégal. Du côté de l'économie, le gouvernement Trudeau traverse plusieurs temps. Pour commencer, nous avons une certaine prospérité de 2015 à 2020, une courte période d'incertitude de la COVID-19, une inflation, une légère déflation et une période d'incertitude en lien avec les menaces tarifaires de Donald Trump. Nous y reviendrons. C'est un bilan en demi-teinte. Moi, je salue l'engagement du gouvernement en ce qui a trait à la lutte au changement climatique. Ils ont tenu bon avec le principe du pollueur-payeur avec la taxe carbone. Évidemment, il y a une incohérence là avec aussi
l'achat de Trans Mountain. Les plus bas revenus ont été protégés par le filet social canadien, mais la classe moyenne, elle, sa part du PIB a diminué de façon continue, faiblement, mais ils n'ont pas profité de la croissance pendant les 9 années du gouvernement Trudeau. C'est l'après-pandémie qui est un dérapage pour vous? Absolument. Parce que les dépenses reliées à la pandémie étaient justifiées, mais ces dépenses-là étaient temporaires. Mais le gouvernement s'est senti libéré de toute contrainte financière et dépense essentiellement énormément depuis ce temps-là. En 2020, le monde entier est sur pause et la pandémie de COVID-19 est sur toutes les lèvres. Salut tout le monde. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin que vous partagiez ce message avec vos contacts. La COVID-19 frappe fort à travers la planète, à travers le pays. Et on a besoin que tout le monde fasse sa part pour combattre ce virus. Les Canadiens sont nombreux à se tourner vers leur écran pour écouter les mesures du gouvernement. Justin Trudeau met en place plusieurs mesures qui sont parfois très coûteuses et critiquées. Durant les points de presse qu'il fait devant sa porte de maison, Justin Trudeau demande à la population de rester chez eux. De manière plus personnelle, en mars 2020, Sophie Grégoire, la femme de Justin, est atteinte de la COVID-19, forçant le premier ministre à se placer en quarantaine préventive pendant 14 jours. Devant la fermeture de l'économie canadienne, le gouvernement offre la PCU, une mesure d'urgence qui revient à envoyer 2 000 $ par mois à chaque travailleur canadien. Durant les années de Justin Trudeau, on observe une montée des discours haineux contre les politiciens canadiens et la population d'origine chinoise, due à la pandémie de COVID-19. Ces discours de haine s'accentuent avec la guerre en Ukraine et surtout avec le conflit israélo-palestinien. Malheureusement, c'est un phénomène que l'on observe aussi dans la majorité des démocraties occidentales. La COVID-19 semble toutefois un moment charnière qui décomplexe une partie de la population. Quand Justin Trudeau instaure une exigence vaccinale à la frontière canadienne, cette mesure ne plaît pas à tous. Au début de l'année 2022, des opposants aux mesures sanitaires s'amassent à Ottawa puis à 3 postes frontaliers. Ils souhaitent la fin de la vaccination obligatoire pour les camionneurs transfrontaliers, voire pour plusieurs, l'abolition de toutes les mesures sanitaires. Je suis père de famille, je suis travailleur, je suis honnête dans la vie, mais là, ça suffit. Déjà, des camionneurs se dissocient du mouvement. C'est épeurant. C'est un convoi qui est organisé par du monde qui ne sont pas de l'industrie, qui sont relativement douteux. On reproche entre autres à Justin Trudeau, qui est d'ailleurs atteint à ce moment-là de la COVID-19, de ne pas faire preuve de leadership durant la crise, et aussi de restreindre les libertés individuelles. Le tout, il faut le dire, est teinté de théories conspirationnistes. La police d'Ottawa demande aux camionneurs de quitter la capitale, mais l'opposition est forte. Il faut que les résidents comprennent que ça va prendre du temps. Les commerçants sont inquiets. J'espère qu'il n'y aura pas de carbuge, mais là, ces gens-là, s'ils ne veulent pas quitter, comment ça va dégénérer? J'ai aucune idée. À Gatineau aussi, l'impact se fait ressentir. La circulation est très compliquée. Ça se passe pas bien. J'habite juste en bas de la rue. Ça m'a pris 25 minutes de Papineau jusqu'à Portage. Pour les camionneurs, pas question de mettre fin au blocage. Ils sont bruyants du matin jusqu'à tard en soirée. Le week-end suivant, les sympathisants sont de retour. Devant le Parlement, l'ambiance est de plus en plus festive. Tout est en place pour une longue occupation de la capitale. J'ai hâte que Trudeau change d'idée. Des campements sont installés à plusieurs endroits, même avec des saunas. On voit des sympathisants apporter de la nourriture ainsi que des bidons d'essence sous les yeux de la police qui n'intervient pas. Une image fait le tour du monde. On pousse l'audace jusqu'à installer un spa tout juste devant le Parlement. Après 3 semaines d'occupation, les contre-manifestations sont de plus en plus fréquentes. On dénonce l'intimidation et les menaces et on veut de l'action. La police doit faire sa job et les gouvernements doivent faire leur job aussi. Le gouvernement fédéral invoque la loi sur les mesures d'urgence. Pressé de toutes parts, le gouvernement Trudeau décide le 14 février d'invoquer pour la première fois depuis son adoption en 1988 la loi sur les mesures d'urgence. Le gouvernement se donne des pouvoirs extraordinaires pour agir, notamment faciliter les arrestations et imposer des amendes et des peines plus sévères aux contrevenants. C'est d'assurer la sécurité des Canadiens, protéger les emplois des travailleurs et rétablir la confiance dans nos institutions. L'application de ces lois resserre les taux des manifestants.
La police est déployée en masse et les comptes bancaires de certains des manifestants sont gelés. Le face-à-face donne lieu à plusieurs arrestations. Mais c'est le lendemain que les forces de l'ordre donneront le grand coup et sortiront l'artillerie lourde pour mettre fin au siège. Alors que plusieurs manifestants quittent les lieux, les plus téméraires donnent du fil à retordre aux policiers. Les confrontations sont musclées. Le bilan final fera état de 230 arrestations, 118 personnes inculpées et plus de 400 chefs d'accusation criminels. Les manifestants sont dispersés ou arrêtés. Une normalité reprend à Ottawa. Justin Trudeau accepte de lever l'exigence vaccinale à la frontière à la fin du mois de septembre 2022. À partir de ce moment-là, la vie canadienne semble revenir comme avant la pandémie. Si on laisse la COVID-19 de côté, en santé, l'aide médicale à mourir est peut-être l'un des legs les plus importants de Justin Trudeau. En revanche, le programme de soins dentaires négocié avec le NPD n'est pas en reste. Évidemment, les centres de la petite enfance ne sont pas de compétence fédérale. En 2022, cela n'empêche pas Justin Trudeau de verser des fonds de plusieurs milliards de dollars aux 4 coins du pays pour le développement d'un programme de garderie. Ce programme s'inspire directement du modèle québécois. Some people doubt that angels can fly. Si le rôle de première dame n'est pas officiel au Canada, Sophie Grégoire, la femme de Justin Trudeau, n'hésite jamais à s'impliquer et à rencontrer la population canadienne. Certains vont jusqu'à dire que Sophie est l'une des meilleures armes de Justin. Cependant, le 2 août 2023, Justin et Sophie annoncent leur séparation après 18 ans de mariage. Justin Trudeau n'est pas le premier ni le dernier chef d'État à vivre une séparation alors qu'il est au pouvoir. Nous n'avons qu'à se rappeler de son père dans les années 70. Si Justin Trudeau veut faire des élections de 2021 un référendum sur la sortie de la pandémie, il vise surtout une chose précise, obtenir un mandat majoritaire. Face à la colère des conspirationnistes, Justin Trudeau est le paratonnerre dont les manifestations sont parfois violentes et oblige le premier ministre à annuler ses points de presse électoraux. Justin Trudeau remporte les élections mais ne réussit pas à obtenir, comme il espérait, un mandat majoritaire. C'est peut-être sur ce point que Justin Trudeau a perdu. Fidèle à ses habitudes, après chacune de ses victoires électorales, Justin Trudeau se rend toujours le lendemain dans sa circonscription pour remercier ses électeurs. Devant les résultats des élections, Justin Trudeau doit composer avec un gouvernement minoritaire. Pour maintenir au pouvoir son gouvernement minoritaire le plus longtemps possible, le Parti libéral s'allie au nouveau Parti démocratique en 2022. Peu prévoyaient une alliance entre ces deux partis. Cependant, c'est le choix que font Justin Trudeau et Jock Meeting. L'arrivée à la chefferie de Pierre Poilievre chez les conservateurs va même jusqu'à renforcer l'alliance libérale et néo-démocrate. Toutefois, en septembre 2024, Jock Meeting annonce rompre l'accord avec les libéraux pour mieux prendre ses distances du Parti libéral et se concentrer sur les conservateurs qui trônent au sommet des intentions de vote, sondage après sondage. Cette annonce isole encore plus Justin Trudeau. Certains députés de son parti préféraient même le voir léguer la chefferie à quelqu'un d'autre en vue des prochaines élections. Justin Trudeau est à la tête du Canada quand certains conflits internationaux éclatent. C'est le cas de la guerre en Ukraine en 2022 et le conflit israélo-palestinien en 2023. Trudeau fait également face à une hausse des tensions avec l'Inde et la Chine, ainsi qu'un bras de fer économique avec les États-Unis et Donald Trump. Mais d'abord abordons le sujet de l'ingérence étrangère. Les premiers mois de l'année 2023 plongent le Canada dans des suspicions d'ingérence de la Chine dans les élections canadiennes. C'est-à-dire que l'on soupçonne les Chinois d'avoir tenté d'influencer les résultats des élections. L'intégrité du système électoral canadien est remise en question. En mars 2023, Justin Trudeau nomme Davin Johnson au poste de rapporteur indépendant, devant vérifier s'il y a eu ou non de l'ingérence étrangère lors des élections de 2019 et de 2021. Le 23 mai 2023, M. Johnson écarte l'idée de recommander la tenue d'une enquête publique indépendante. En septembre 2023, Davin Johnson est sous la pression de tous les partis d'opposition qui le perçoivent comme étant trop près du Parti libéral. Davin Johnson démissionne donc de ses fonctions. En juin 2024, un rapport secret sur l'ingérence étrangère est finalisé. Les médias et le public n'y ont pas accès. Ce rapport secret fait le point sur les relations internationales qu'entretiennent les députés. Trudeau lit le rapport, mais préfère ne pas le commenter. Impossible de parler des années au pouvoir de Justin Trudeau sans aborder les relations du Canada avec les États-Unis. À la fin des années 2010, le président états-unien Donald Trump entend négocier un nouvel accord de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Sous un fond de tension, en mars 2018, Donald Trump impose des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis. En réplique à cette opposition, Ottawa taxe des produits états-unis, dont le whisky.
CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th President of the United States, winning the White House and denying President Trump a second term. En 2020, l'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis soulage Ottawa. Les relations entre les deux pays reprennent des airs de normalité. Toutefois, rapidement, Donald Trump fait savoir son objectif de se représenter pour 2024 et réussit son pari en redevenant le locataire de la Maison-Blanche. Quand la victoire de Donald Trump est confirmée, le républicain ne perd pas de temps pour annoncer qu'il imposera des tarifs douaniers à la hauteur de 25% sur tous les produits qui proviennent du Canada. Alors que Donald Trump n'est toujours pas en fonction, le temps d'un souper, Justin Trudeau se rend à la résidence floridienne du milliardaire. Durant la soirée, Donald Trump suggère que le Canada devienne le 51e État des États-Unis si le pays n'est pas capable de faire face aux tarifs douaniers de 25%. Avec le recul, cette soirée ressemble à un piège tendu par Donald Trump ou encore à un dîner de con avec Justin Trudeau comme cerise sur le gâteau. Avec sa chute de popularité dans le sondage et le départ fracassant de Chrystia Freeland, Justin Trudeau annonce qu'il démissionnera de son poste après une élection au sein de son propre parti pour choisir son successeur. J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de premier ministre une fois que le parti aura choisi son prochain chef à l'issue d'un processus national, rigoureux et compétitif. Alors qu'il annonce se retirer de la vie politique après qu'un nouveau chef libéral ait été élu, Justin Trudeau met en place en janvier 2025 l'Équipe Canada, une équipe d'étoiles de la politique et de l'économie pour faire face aux tarifs douaniers des États-Unis. On y retrouve notamment l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest. Il faut profiter de cette occasion pour repenser notre relation avec les États-Unis, avec le reste du monde, sur notre diplomatie. Et dans le fond, là, c'est une occasion pour nous de se refaire une politique extérieure et commerciale. À quelques heures de l'entrée en vigueur des impositions états-uniennes envers le Canada, Donald Trump donne un sursis de 30 jours à son voisin du Nord sous certaines conditions. Parmi celles-ci, Justin Trudeau accepte d'augmenter la surveillance à la frontière commune, de nommer un tsar du fentanyl et de mettre les cartels sur la liste des groupes terroristes. Alors que Justin Trudeau quitte ses fonctions, l'heure est au bilan. Au début de l'année 2025, malgré un déficit économique, le Canada est l'un des 2 pays du G7, avec l'Allemagne, à avoir le plus faible déficit budgétaire en pourcentage de son PIB. Figure incontournable de la politique canadienne, Justin Trudeau doit sa longévité à Ottawa grâce à son charisme et son habileté en rhétorique. Justin affirme d'ailleurs lui-même avoir appris à débattre autour de la table à manger avec son père. Est-ce que les enfants de Justin Trudeau l'imiteront et feront un jour le saut en politique? Peut-être, mais ça, c'est une autre histoire.